Bonjour tout le monde, c'est Nicole et on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel concernant le HTML. Dans cette partie, nous allons voir comment faire des formulaires, comment insérer une vidéo YouTube sur son site internet et les iframes. Donc je vous expliquerai tout ça dans ce tutoriel. Pour commencer, nous allons créer une balise form qui va nous permettre de faire un formulaire. Comme ceci, donc je l'ouvre et je la ferme, c'est une balise classique. Et cette balise form peut prendre plusieurs attributs. Ici, je vais vous montrer l'attribut méthode, comme ceci, et qui peut prendre, il y a deux méthodes qu'on utilise très couramment. Il y a donc la méthode post, comme ceci, et la méthode get. Alors, à quoi servent ces méthodes? Eh bien, lorsqu'on fait du PHP et qu'on veut récupérer, les données du formulaire, eh bien, le type de méthode influence la façon de les récupérer. Par exemple, si j'utilise la méthode get, si je valide un formulaire, toutes les informations du formulaire viendront se mettre ici dans l'URL. Par contre, si j'utilise la méthode post, toutes les informations du formulaire seront enregistrées, mais ne seront pas visibles ici par l'utilisateur. Donc ça, je l'ai expliqué plus précisément dans mon tutoriel sur le PHP. Ici, pour ma part, je vais utiliser post, et encore pour le tutoriel, on n'en a pas besoin. Ensuite, il existe aussi un autre attribut qui est l'attribut action. Et celui-ci va nous permettre de définir quelle page va traiter le formulaire. Ça, de nouveau, c'est du PHP et je ne reviendrai pas dessus ici dans ce tutoriel. Nous, ce qui nous importe le plus, ce sont donc les types de champs qu'il y a moyen de faire, comment fonctionnent ces champs, etc. Alors, je vais vous présenter d'abord le champ input de type texte. Donc, ce sont des balises un peu spéciales étant donné qu'elles ne se ferment pas de la même façon que celles que nous avions rencontrées depuis le début. Donc, input. Ici, si j'ai tout simplement une balise input, on peut constater que je n'ai que ça. On va lui préciser un type. Input type, on va mettre texte, donc pour du texte. Et ensuite, on peut aussi lui donner, donc ça suffit déjà, mais si on travaille en PHP, il faut lui rajouter un name, ou alors des classes et des idées sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Donc, et ce nom c'est vraiment pour nommer le champ. Et donc ici, par exemple, je vais l'appeler texte, et alors on récupérera les données grâce à ce nom. Ici, je peux écrire ce que je veux. Voilà, ça s'écrit. Ensuite, il existe un autre type d'input, qui est l'input de type password. Je dis un autre type, mais sachez qu'il y en a des tonnes et des tonnes, donc. De type password. La différence entre l'input de type texte et l'input de type password, donc je lui mets quand même un petit nom, même s'il n'en a pas besoin ici. Donc l'input de type password, donc l'input de type texte montre ce qu'on écrit, l'input de type password cache tout ça. Et c'est comme son nom l'indique, pour écrire un mot de passe, comme ça personne ne voit le mot de passe, et seule la personne qui écrit sait ce qu'elle écrit. Voilà, je vais rajouter des petits BR entre. Hop, je rajoute un BR. Et juste en dessous, nous allons voir un autre input. Par exemple, input de type date, donc date en français. Je vais lui donner un nom qui sera date. L'avantage de cet input, si j'actualise, c'est que ici sur Google Chrome en tout cas, j'ai donc un format un format imposé, et j'ai un petit DSpeaker qui apparaît. Maintenant sur les autres navigateurs, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais que certains navigateurs optimisent alors la sélection de la date ou d'autres choses encore. Parmi ces autres choses, il y a aussi un input fort semblable, donc qui s'appelle l'input de type tel, donc pour téléphone, on va l'appeler tel. Ici, sur un ordinateur, vous ne verrez aucune différence étant donné que je peux taper ce que je veux comme je veux. Par contre, si vous êtes sur mobile, au lieu d'avoir un clavier avec des lettres,
vous aurez un clavier numérique qui va apparaître et qui vous permettra donc d'écrire uniquement des chiffres. Ensuite, des types comme ceci, il y en a plein. Les principaux, donc, c'est texte et password. Et il y en a un troisième, mais qui lui a une autre fonctionnalité, qui est l'input de type submit. Donc, je l'écris vite, type égale submit. Name, on va mettre submit. Attendez, je déplace juste un peu mon micro, voilà. Donc, input de type submit. Je le déplace encore, désolé. Voilà, ça devrait être bon. Donc, submit. Et juste ici, vous pouvez constater que j'ai un bouton qui va me permettre de valider mon formulaire. Ici, vu que je n'ai pas défini de méthode pour mon formulaire, quand j'ai cliqué sur valider, il m'a tout mis dans l'URL parce que par défaut, il utilise get. Par contre, si je mets méthode égale post, enregistrer, je vais virer tout ça. Voilà, donc j'actualise. Si je clique sur valider, mon formulaire a été envoyé, mais rien ne s'affiche. Je peux changer ce qu'il a marqué. Au lieu de mettre validé, je peux tout simplement mettre l'attribut value et dedans je mets envoyé par exemple. Ici je mets envoyé. Pardon. Ici il me propose de renvoyer. J'ai envoyé. Maintenant, on peut rajouter un attribut aux inputs. Il y a comme attribut donc l'attribut value qui permettra ici c'est un input de type texte, donc votre texte ici, votre texte ici, texte, voilà. Donc celui-ci va déjà mettre une certaine valeur à l'intérieur, voilà. Et le problème c'est que cette valeur on doit l'effacer pour écrire son texte. Voilà, hop, pour écrire son texte. Alors que souvent sur les formulaires, on voit qu'il y a un petit texte qui dès qu'on sélectionne le champ, disparaît. Et bien ce texte, c'est exactement la même chose, sauf que on met un placeholder. Donc place la place et holder celui qui garde la place entre guillemets. Donc si j'actualise, j'ai votre texte ici, c'est déjà beaucoup plus clair. Et si je clique, il ne disparaît pas tout de suite, il faut que je commence à écrire pour qu'il disparaisse. Enfin, bref, c'est exactement ce que j'expliquais juste avant. Et ça, on peut en mettre un même pour les inputs de type password. Donc ça, il ne sera pas affiché sous forme de petites bulles, ici. Par contre, si je mets une value, ici, une value, cette value sera sous forme de petits points. Donc voilà, ça c'est à voir. Si vous préférez, si vous voulez déjà mettre le mot de passe de la personne, imaginons password, que par défaut son mot de passe soit mis, mais tout en étant caché, vous pouvez mettre password comme ceci. Et si je fais envoyer avec la méthode get pour qu'on puisse voir ce qui a été écrit, hop, continue, actualiser et puis continuer, désolé, hop, password égale password. Et ça, donc, ça vous permet d'avoir une petite explication du champ. Maintenant, plutôt que de rajouter une petite explication là, ici donc à l'intérieur de nos inputs, on peut rajouter, enfin, vu le premier tutoriel, vous pourriez penser mettre une balise P juste devant, et ici, on écrit votre texte. Comme ceci. Là, on aura donc une petite explication, marquez votre texte, si je clique dessus, il ne se passe rien. Alors, le HTML est bien pensé, et il existe une balise qui s'appelle la balise label, et donc qui s'ouvre et qui se ferme comme les balises classiques, si je puis dire. Dedans, on va mettre votre texte, voilà. Et si dans label, je rajoute un font, et je mets par exemple texte, ici, donc je vais enlever les placeholders et les values pour avoir plus de place et mieux m'y retrouver. Donc si ici, dans mon input de type texte,
je rajoute un ID qui a le même nom, à savoir texte. Ici, si je mets par exemple, je mets texte au pluriel, ici je dois mettre texte au pluriel. Et regardez, si maintenant j'actualise ma page, je vais déjà enlever tout ça, parce que je n'aime pas avoir l'URL surchargé. Déjà, on ne retourne pas à la ligne par défaut. Et si jamais je clique ici sur votre texte, automatiquement, le champ est sélectionné. Donc ça, c'est un petit plus qui peut être pratique par après. Donc maintenant, nous avons vu les champs où on peut écrire, à l'exception d'un seul, qui est le champ TextArea, qui lui fonctionne différemment, du coup, c'est pour ça que je le mets un peu à part. Et nous allons maintenant voir les inputs, toujours, de type checkbox. Donc type égale checkbox, name égale check, et je ne lui mets pas de value. Par contre, je peux lui mettre... si, en fait, je vais lui mettre une value égale 1, et ici, je vais copier-coller, et mettre une value égale à 2. Devant, je vais rajouter un label qui sera for check 1, checks, pardon, check 1, et ici, je vais donc rajouter option 1. Je vais copier tout ceci. Je fais beaucoup de copier-coller pour aller plus vite. Hop, option 2 et check 2. Voilà. Si je rajoute maintenant un ID égale check 1 et un ID égale check 2, eh bien, vous pourrez constater que nous aurons deux petites cases à cocher. Je vais rajouter TBR ici et ici. Donc, si je rajoute, donc j'ai rajouté des cases à cocher. Quand je clique sur la case, elle se coche. Et quand je clique sur option 1 ou option 2, ça se coche aussi. Et en fait, grâce à ça, grâce aux values que nous avons mises, quand je... Ici, je vais me remettre en get, et je vais rester en get d'ailleurs. Hop, j'actualise. Donc quand je sélectionne par exemple option 1, je fais envoyer, j'aurai check égale 1. Si je sélectionne option 1 et option 2, j'aurai check égale 1 et check égale 2. Donc ça c'est la value, la valeur du champ. Par exemple, si vous voulez sélectionner par exemple le sexe d'une personne, eh bien vous changez ici value égale homme et value égale femme. Bon, ce n'est pas le meilleur exemple, étant donné que les checkbox ici, on peut en cocher 2, alors que l'idéal serait de ne pouvoir cocher qu'une seule case. C'est pourquoi je vais enlever tout ceci, vu que ça me fait beaucoup de code, et c'est pourquoi il existe des inputs de type radio. Donc, je vais en créer 2 tout de suite. Type égale radio, donc comme une radio. Je vais leur mettre, ici je vais mettre value égale 1 par exemple, ou justement homme, je vais mettre un H. Et ici, il est très important de mettre un nom, donc name, égale, et ici je vais mettre radio de nouveau. Je vais copier et coller, je vais garder le même nom radio, je vais juste changer la valeur, donc je vais mettre F. Ici, je peux mettre un label for, ce sera H minuscule même. Je vais mettre homme. Si je copie ceci, que je le colle juste en dessous, je mets femme, F, et ici je rajoute un ID, ID égale H, et juste en dessous, ID égale F. Et donc, maintenant, on a 2 cases à cocher, mais on ne sait pas les décocher déjà. Et si j'en coche une, l'autre se décoche automatiquement. Et ce, même si je clique sur le label.
Si par contre je ne mets pas le même nom, donc je mets radio 1 et radio 2, eh bien regardez ce qui va se passer. Je peux sélectionner homme, je ne peux pas désélectionner homme. Je peux sélectionner femme, mais je ne peux pas désélectionner femme. Donc ça peut être un peu embêtant. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, non. Si par exemple vous voulez sélectionner, par exemple que par défaut ce soit femme qui est coché, eh bien vous rajoutez un attribut qui est checked. Alors cet attribut, soit on l'écrit comme ceci, et par défaut vous pourrez constater que femme est coché, soit vous mettez checked égale checked, comme ceci. Si j'actualise, on a exactement le même résultat. Par contre, si je clique sur homme, femme se décoche. Ça fonctionne de la même manière pour les checkbox. Pour terminer, je vais maintenant parler des text area, qui sont des grandes zones de texte. Donc, celles-ci fonctionnent différemment, dans le sens où elles doivent s'ouvrir et se fermer. Donc, text area, ça s'ouvre comme ceci, et ça se ferme donc, comme je vous avais montré avec les autres balises, ça se ferme comme ceci. Oups, excusez-moi. Si j'actualise, j'ai mon text area. Text area que nous pouvons redimensionner comme nous voulons. Donc cols, c'est col ou cols, ça je ne sais plus par contre. Donc col c'est le nombre de colonnes, on va dire 10. Et rows, oui c'est cols au pluriel je crois. En tout cas ce serait plus logique. Et rows, donc le nombre de lignes, on va mettre 20. Je vais rajouter un BR quand même, comme ceci. Et alors, j'aurai redimensionné ma zone de texte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui bon voilà. Je sais pas très bien comment ça fonctionne ça. Donc si par exemple j'ai envie d'agrandir, je peux mettre, on va dire, 80. J'actualise et j'ai une grande zone de texte, redimensionnable comme je le désire. Hop, si j'ai besoin de plus grand. Par contre, je ne sais pas faire plus petit. Si je fais envoyer, étant donné qu'il n'y a pas de nom, le text area n'est pas compté dans la méthode get, donc dans le formulaire. Si jamais je ne mets pas de balise form, donc je les enlève, hop, j'actualise, je vais enlever tout ceci. Je peux quand même rajouter un nom name text area. Donc ici, comme ça, la valeur sera affichée quelque part. Enfin, devrait être affichée quelque part. Si je fais envoyer, rien ne se passe, étant donné que ce n'est pas dans un formulaire. Donc il faut bien avoir les balises form. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour des formulaires. On va maintenant parler de l'introduction d'une vidéo YouTube sur son site internet. Et pour ça, je prépare tout. À tout de suite. Donc, on continue. Ici, pour insérer une vidéo YouTube sur son site internet, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller sur YouTube, sélectionner sa vidéo. Donc moi j'ai choisi ma vidéo pour mes 600 abonnés. Ici, vous allez dans Partager. Ensuite, vous sélectionnez Intégrer. Et là, vous choisissez donc la taille de la vidéo. Je vais garder du 853 x 480. Les suggestions, je ne les désire pas. Le mode confidentialité avancé, je ne le désire pas non plus. Et l'ancien code d'intégration, je ne vois pas pourquoi je le choisirais. Du coup, vous faites un CTRL-A ici dans ce champ. Ensuite, vous copiez, donc CTRL-C. Et vous retournez sur votre page. Je colle, enregistrer. Et si maintenant j'actualise ma page, hop, actualiser. Elle met un peu plus de temps à se charger étant donné qu'il faut aller rechercher la vidéo sur internet. J'ai aussi une connexion internet super lente, c'est pourquoi ça met encore plus de temps. Et donc ça charge, mais la vidéo devrait apparaître d'ici quelques secondes. Au pire je vous ferai une petite coupure si ça met vraiment trop de temps, mais la vidéo devrait apparaître. Alors voilà pas ma connexion, ma vidéo a été chargée.
Elle a vraiment mis énormément de temps. Ce que j'ai même fait, j'ai rajouté un HTTP ici devant parce que c'était 2 slash et ça a tout de suite été plus vite. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, donc si vous avez aussi un petit problème de lenteur, vous pouvez rajouter un HTTP. Et donc, j'ai ma vidéo que je peux lire ici. J'espère que ce ne sera pas trop fort. Bon, de nouveau, ma connexion est très lente, donc voilà, ici ça va charger. Mais voilà, donc il n'y a vraiment rien de plus simple. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est sélectionner votre vidéo et puis copier-coller. Alors, voilà. Maintenant, on va continuer avec les iframes. Donc, comme vous pouvez le constater, ici ce sont déjà des iframes. Et je vais vous expliquer une autre fonctionnalité qu'ils peuvent avoir. Les iframes permettent aussi d'intégrer des sites internet sur votre site internet. Donc ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est pourtant très simple et ça peut être très utile. Si jamais vous êtes sur votre site internet, vous aimeriez afficher un aperçu d'une autre page web, eh bien vous n'avez qu'à utiliser les iframes et rajouter donc un SRC pour insérer, donc comme je vous avais expliqué pour les images dans le tutoriel précédent. Donc ici vous faites SRC, vous sélectionnez votre site internet. Ici je vais sélectionner mon site internet, donc niqual.com. N'oubliez pas le HTTP, c'est très important. www.niqual.com. Je vais choisir une largeur et une hauteur comme pour les images d'ailleurs. Donc ici largeur, je vais prendre du 1000 et hauteur, une hauteur, j'ai acheté, non, j'ai acheté, voilà, excusez-moi. Donc la hauteur, je vais prendre 600 pixels, ça devrait aller. Et si j'actualise, j'espère que ça mettra un peu moins de temps. Oui, ça a l'air. Donc on a toujours mon site internet qui est juste là. On y a accès à partir de notre site internet entre guillemets. Ça ne fonctionne pas que avec mon site internet, ça peut fonctionner sur n'importe quel site. Ici, je vais prendre un autre site par exemple, rollback.com. Tous les sites que je montre ici, ce sont des sites dont je détiens tous les droits. Ici, c'est moi qui les fais, donc voilà. Inutile de réclamer pour ça. Et on peut même naviguer donc sur ce site internet, images, présentations, contacts, etc. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Oui, ben la vidéo m'a l'air plus courte que la fois passée. Bah voilà. Donc pour ceux qui veulent voir la vidéo précédente qui concernait les balises de base, l'explication donc pour les balises P, etc., les liens, les titres et les images, vous aurez un lien à la fin de la vidéo qui vous permettra de voir cette première partie. Donc sinon, eh bien je vous retrouve dans la troisième et peut-être dernière partie, j'en suis pas encore sûr. Et là, nous verrons les listes, les tableaux et peut-être d'autres choses encore. Il faut encore que je vois ça. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à l'aimer, à donner vos suggestions et commentaires dans les commentaires. Des questions, je préfère donc que vous me contactiez par mail, donc à l'adresse niqual.tuto@gmail.com ou bien alors sur mon site internet. Hop, j'en profite. Vous n'avez qu'à aller dans l'onglet Contact qui va vous redirige vers le bas de la page et ici vous m'écrivez votre mail et je vous réponds le plus vite possible. Donc voilà, encore merci et une prochaine. Salut!